Voilà, alors d'abord, pour commencer, la transition, elle est devenue absolument nécessaire parce que il y a eu une époque où les structures étaient organisées un peu différemment en France. Il y avait beaucoup de structures adultes-enfants et finalement, on pouvait très longtemps suivre et accompagner nos patients jusqu'à l'âge adulte. Moi, j'ai commencé avec Monsieur Sandron à l'hôpital Saint-Joseph. C'était un hôpital adulte-enfant où aussi bien sur le plan urologique que sur le plan orthopédique, les patients étaient suivis très 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 longtemps jusqu'à l'âge adulte et finalement la transition se faisait en douceur. Mais il faut quand même comprendre qu'ensuite il y a eu des barrières rigides qui se sont créées. 18 ans, c'est pas par hasard si on a cette barrière pour nous les chirurgiens par exemple, c'est que à Necker, à 18 ans, c'est fini. Les anesthésistes ne veulent plus nous endormir les patients, là où avant, on avait une petite marge, on avait des dérogations et tout. Et donc, effectivement, il faut que nos collègues prennent le relais. Et nous, on fait des montages qui appartiennent quelque part aussi à notre monde de l'enfant chirurgical, entre 0 et 18 ans, et puis ensuite nos patients ils vont vivre 60, 70 ans derrière, c'est-à-dire jusqu'à une espérance de vie de 80 ans maintenant, avec d'autres personnes que nous pour assurer, si je puis dire, le service après-vente. Donc, depuis une génération, quand il y a eu cette barrière qui s'est créée, où on a dit les enfants doivent être traités par des chirurgiens d'enfants dans des structures d'enfants, eh ben, une génération plus tard, on s'aperçoit que là, on a créé un vrai problème qui est justement, et c'est pas par hasard si maintenant on en parle à tire-larigot, la transition. La transition, elle n'est pas si facile que ça, parce que, bien sûr, sur le papier, ça, c'est bien. Mais après, il y a des difficultés. Les difficultés, elles sont doubles, à mon avis, pour avoir analysé la question. Il y a les difficultés inhérentes aux patients, parce que 18 ans, ce n'est pas le meilleur âge pour faire la transition. C'est l'âge où les patients, ils ont envie d'envoyer tout promener. Celui qui, par malheur, est arrivé en insuffisance rénale avec son transplant, c'est là où il va arrêter son traitement immunosuppresseur. Celui qui est sous cathétérisme, et beaucoup le sont, vont arrêter de se sonder régulièrement. Ils ont d'autres préoccupations dans la vie. Et puis, hop, c'est juste le moment où on leur dit « t'es gentil, mais maintenant, t'as 18 ans, on ne peut plus s'occuper de toi ». Donc, il y a effectivement une nécessité impérieuse, maintenant qu'on en a pris conscience, de préparer notre patient très en amont à ce passage et de le tenir, nous, par la main, des fois en lui demandant de lâcher la main de ses parents, mais pour le confier à une équipe clairement identifiée, pour pas qu'il y ait cette phase justement où à 18 ans, ils ont justement envie de tout envoyer promener. Et puis il y a des difficultés inhérentes au corps médical. Pourquoi? Pour l'urologie, hein, je ne sais pas pour tout, mais justement il y a 20 ans, 25 ans, et pour la France. En France, on a dit aux urologues adultes, basta, vous ne touchez plus aux enfants, l'urologie pédiatrique, c'est pour les chirurgiens pédiatres traités dans des structures d'enfants. À Necker, pour parler de l'hôpital où j'exerce maintenant, c'était le professeur Jacob Cuquier et Daniel Burton qui faisaient le plus gros de l'urologie pédiatrique. Et puis tout d'un coup, on leur dit non, c'est fini, ça va se faire chez Monsieur Pellerin, avec Mme Fekete, Stéphane Lorta, Jacob et tout. Donc il y a eu une transition aussi à cette époque-là, mais du coup, les urologues adultes, on leur a dit vous ne pouvez plus y toucher. Donc du coup, d'accord, ils font quoi? Ils font du cancer de la prostate, ils font du cancer du rein, ils font du calcul, ils font tout ce que vous voulez, mais ils ont perdu la culture de l'urologie pédiatrique. Et c'est leur faire un peu un cadeau empoisonné que de leur donner à 18 ans des patients que nous, on leur lâche pour une soixantaine d'années, une fois de plus. Et qu'est-ce qu'ils voient de nos patients, nos collègues urologues adultes, quand la transition n'est pas bien organisée? Ils ne voient que nos complications. C'est-à-dire que le patient va consulter en catastrophe
avec 42 fièvres et des frissons, et alors qu'il a un calcul qui est bloqué dans un urtère, dans un montage à la Dubout, où cet urtère est peut-être monté dans l'autre urtère, et il n'a pas le compte-rendu opératoire, et il est minuit, et des fois c'est dans un hôpital de province. Il voit un Mitrofanov qu'on n'arrive plus à sonder parce que justement le patient a arrêté de se sonder, il a sa stomie qui s'est bouchée, et ils en arrivent même parfois à considérer que notre technique ne marche pas. Donc c'est vrai que les urologues adultes qui veulent bien prendre le relais de l'urologie pédiatrique, il faut vraiment qu'on fasse un gros travail, même entre professionnels, pour recréer ce lien qu'on a coupé un peu brutalement il y a une vingtaine d'années. Alors on y travaille, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc même si sur le papier les choses sont écrites, dans la pratique, les urologues adultes ne sont pas nécessairement familiers avec la problématique. Encore le myéloméningocèle et les agrandissements de vessie, les stomies continentes, ils peuvent à peu près gérer, mais on a d'autres pathologies comme les extrophies vésicales, enfin des malformations extrêmement complexes, où vraiment ils ont du mal, n'en ayant pas eu la culture dans leur formation. Bon, malgré tout, on peut y arriver. Alors, nous, à Necker, pour ce qui est de la prise en charge des myéloméningocèles, on a développé depuis 2 ans maintenant une transition qui fonctionne bien avec non pas une équipe d'urologues purs, mais avec le service de neurovessie du professeur Amarinco, Gérard Amarinco, avec le docteur Frédéric Le Breton. On fait effectivement tous les 3 mois une consultation, une fois à Necker, et on y va avec Ilona Alova et à Tenon, et une fois c'est eux qui viennent. On fait des staffs communs, on leur fait des topos. Il y a Laurence Perra qui est urologue dans leur équipe et qui opère à Croix-Saint-Simon qui vient. Si on a des problèmes de calcul, il y a Olivier Traxer à l'hôpital Tenon qui prend les patients en charge. Et puis il y a le docteur Lacroix aussi qui prend en charge les patients pour les consultations pour répondre aux interrogations des patients sur la sexualité, éventuellement la mise en banque de sperme au sécos, etc., etc. Donc moi, je voulais très très brièvement souligner effectivement l'absolue nécessité de cette transition. C'est fondamental parce que sinon les patients partent dans la nature et on les voit revenir avec des complications épouvantables. Et donc on doit leur faciliter le chemin. Deuxièmement, les difficultés, donc, parce qu'il faut que nous, déjà, on commence par rétablir un dialogue avec nos collègues urologues adultes. Et puis, ma foi, on peut quand même y arriver. À coup sûr, dans une ville comme Paris, c'est plus facile, certainement. Mais en tout cas, bon, c'est à mon avis la bonne façon de faire. Et c'est pas que comme dans le tiers-monde, c'est pas si simple que ça peut paraître quand c'est planifié sur le papier. Je vous remercie.